Alors, nous sommes en été 1914, la Belgique est sur le chemin de l'Allemagne. Comme vous le savez tous, le plan Moltke-Schlieffen prévoyait d'envelopper les forces françaises en passant par la Belgique. Mais pas de chance, les Allemands devront se battre, ce qu'ils ne prévoyaient pas, ou en tout cas pas dans cette ampleur-là. Notre armée en Belgique, qui n'a pourtant pas bonne presse à cette époque-là, était vue comme une armée d'opérette, sous les ordres du roi Albert. Elle entrera pourtant dans l'histoire, malgré son équipement désuet, tout comme ses uniformes presque d'un autre âge, mais elle rentrera pourtant dans l'histoire. Les Allemands en fait vont prendre un très gros risque diplomatique en voulant violer la neutralité perpétuelle de la Belgique, qui était actée depuis 1839 et qui était sous la garantie de l'Autriche, de la France, de l'Angleterre, de la Prusse et de la Russie. Donc au final, tous les belligérants de la guerre garantissaient la neutralité perpétuelle de la Belgique, ce qui ne va pas les empêcher pour l'Autriche et l'Allemagne de l'envahir. Alors, le 2 août, tout commence. Le 2 août, à 7 heures du soir, la chancellerie allemande va envoyer une note diplomatique à la Belgique par l'intermédiaire de leur ministre à Bruxelles, donc Monsieur von Bülow-Salesk, qui était en fait un ultimatum et qui réclamait pour les armées allemandes la libre entrée sur le territoire belge. Ce à quoi le roi Albert, après avoir convoqué le Conseil des ministres, fera le 3 août, donc le lendemain, la fière réponse que voici. Donc je me permets de vous donner la réponse dans son intégralité, parce que je trouve qu'elle est plutôt bien et que comme ça elle résumera la situation en même temps. Donc elle commence comme ceci. Par sa note du 2 août 1914, le gouvernement allemand a fait connaître que, d'après des nouvelles sûres, les forces françaises auraient l'intention de marcher sur la Meuse par Givet et Namur, et que la Belgique, malgré sa meilleure volonté, ne serait pas en état de repousser sans secours les marches en avant des troupes françaises. La note ajoute que si la Belgique fait des difficultés à la marche en avant des troupes allemandes, l'Allemagne sera obligée de la considérer comme ennemie, et de laisser le règlement ultérieur des rapports des deux États, l'un vis-à-vis de l'autre, à la décision des armes. Cette note a provoqué chez le gouvernement du roi un profond et douloureux étonnement. Excusez-moi, mon micro a coupé. Un profond et douloureux étonnement. Les intentions qu'elles attribuent à la France sont en contradiction avec les déclarations formelles qui nous ont été faites le 1er août au nom du gouvernement de la République. D'ailleurs, si contrairement à notre attente, une violation de la neutralité de la Belgique venait à être commise par la France, la Belgique remplirait tous ses devoirs internationaux et son armée s'opposerait à l'envahisseur avec la plus vigoureuse résistance. Les traités de 1879, les traités de 1859, confirmés par les traités de 1870, consacrent l'indépendance et la neutralité de la Belgique, sous la garantie des puissances et notamment du gouvernement de Sa Majesté le roi de Prusse. La Belgique a toujours été fidèle à ses obligations internationales. Elle a accompli ses devoirs dans un esprit de loyale impartialité. Elle n'a négligé aucun effort pour maintenir et faire respecter sa neutralité. L'atteinte à son indépendance, dont la menace le gouvernement allemand, effectivement, constituerait une flagrante violation du droit des gens. Le gouvernement belge, en acceptant les propositions du gouvernement allemand, sacrifierait l'honneur de la nation, en même temps qu'il trahirait ses devoirs vis-à-vis de l'Europe. Le gouvernement belge est fermement décidé à repousser par tous les moyens en son pouvoir toute atteinte à son droit. En résumé, c'était la guerre. Et la croisade de l'armée belge, qui commençait pour l'honneur et le droit, allait durer jusqu'au 11 novembre 1918. Donc commençons par appréhender la situation de l'armée belge avant 1914. Alors il faut d'abord savoir que la Belgique a une armée territoriale, c'est-à-dire que chaque division est attachée à une région.
Donc je vous donne la carte des circonscriptions militaires. Voici. Donc circonscription militaire, donc une à Gand, une à Anvers, une à Liège, une à Namur, donc les deux forts, donc le fort de Liège et de Namur, et le fort d'Anvers aussi, une à Mons et une à Bruxelles. Il faut aussi savoir que le gouvernement belge avait entamé une réorganisation majeure de l'armée, en passant de 1909 d'une armée de volontaires à une armée de conscription. Donc ce qui était fait un peu partout ailleurs ne le sera en Belgique qu'en 1909. Le gouvernement cherchait bien sûr à massifier le nombre de ses effectifs. Mais dans les faits, bien sûr, elle va échouer à augmenter sa capacité d'entraînement. Donc elle va avoir plus d'hommes, mais autant de moyens. Donc c'est-à-dire que ça aura pour conséquence de réduire le temps d'entraînement, qui va passer de 20 mois à 15 mois. Mais en 1914, l'armée belge est loin d'avoir fini sa transition, qui était prévue d'être achevée pour 1926 seulement. Donc en 14, ça fait seulement 5 ans que la Belgique est en transition. C'est vraiment le début, donc l'armée était censée être composée de 350 000 hommes, mais puisque la réorganisation n'est pas complète, elle sera seulement composée de la moitié, c'est-à-dire 117 000 hommes, qui sont donc organisés en 6 divisions, donc dans les 6 circonscriptions que je vous ai citées, et c'est chaque division étant équipée en théorie de 72 canons et d'une vingtaine de mitrailleuses, donc ce n'est pas beaucoup. Inutile de dire que ces divisions manquaient de tout, donc de matériel, d'officiers, de rations, d'entraînement aussi. Bref, l'armée n'était pas opérationnelle. Alors il faut ajouter à ces 117 000 hommes les 30 000 hommes de la garde civique. Qu'est-ce que la garde civique? Faisons un petit point là-dessus. Alors, la garde civique, en fait, c'est la fusion des gardes bourgeoises dont je vous avais parlé lors de la Révolution belge. Donc elle a pour mission de maintenir l'obéissance aux lois, de conserver ou de rétablir l'ordre et la paix publique, et d'assurer l'indépendance de la Belgique, donc l'intégrité de son territoire fait partie aussi de ses missions. C'est donc tout naturellement qu'elle sera appelée dans tout le pays en 1914. Sauf que, petit bémol, le droit international qui vient d'être créé, en tout cas, il y a eu la fameuse Convention de Genève il n'y a pas très longtemps, un premier droit international, et en fait ces gardes civiques, étaient considérés comme des francs-tireurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon les lois de la guerre de la Convention de Genève, eh bien, elles ne s'appliquent pas à ces francs-tireurs. Ce qui signifie que les officiers allemands, qui seront furieux de la résistance des gardes civiques contre les troupes allemandes. Donc c'est assez amusant de constater que des groupes paramilitaires opposeront des résistances farouches à des troupes entraînées à l'armée de campagne allemande, et qui donc, laissés officiellement furieux, l'état-major ordonnera leur exécution et les fameuses représailles sur la population civile. Donc comme le tristement célèbre incendie de la bibliothèque universitaire de Louvain, où les gardes civiques opposeront une résistance héroïque de plusieurs heures, donc ça paraît pas beaucoup, mais des groupements paramilitaires face à une armée de campagne, c'est énorme. Et donc Louvain, la ville martyre, qui sera la ville témoin, verra des milliers de manuscrits brûlés, de savoir de plusieurs centaines d'années, pardon. Donc en fait c'était tout un véritable trésor qui brûle et qui part en flammes. Les civils aussi. D'ailleurs, on peut faire le parallèle avec les parchemins de Verdun qui seront brûlés. Des parchemins moyenâgeux pleins d'enluminures qui vont être saccagés. Mais c'est la même chose à Louvain. Et les civils aussi. Je parlais des gardes civiques, mais les civils aussi opposeront une résistance. Peut-être avec le vif souvenir de 1830, des journées de Bruxelles.
Ils se mettront à tirer par les fenêtres sur les soldats allemands qu'ils verront dans les rues passer. Bon, ça c'est dans les premières heures, vous doutez bien qu'ils ne feront pas ça pendant 4 ans. Mais bref, aujourd'hui encore, à certains endroits, on peut admirer des monuments qui célèbrent le courage de ces paramilitaires, donc les gardes civiques, qui participeront notamment au combat en Flandre, aux côtés de l'armée belge de campagne. Certains se replieront en Hollande, ou donc regagneront le Havre, donc par la Hollande, ou alors l'Angleterre, donc pour revenir au Havre, où le gouvernement belge s'est replié, et pour s'engager comme volontaire de guerre. Mais après, le gouvernement belge, voyant bien comment les Allemands les traitaient, décidera de licencier la garde civique en octobre 14 pour éviter de donner des raisons, surtout à l'état-major allemand, de tolérer les exactions commises. Pour ce qui est de la garde civique après la guerre, elle sera placée en non-activité et non supprimée, car en fait, pour qu'elle soit supprimée, il fallait une modification de la Constitution. Et il faut savoir que la Constitution belge est très cadenassée et que c'est très dur c'était très dur à l'époque de la modifier, jusqu'à ce qu'ils trouvent la faille pour la modifier à leur guise. Ce qu'ils feront dans les années 70. Et donc en 1982 seulement, la garde civique sera officiellement supprimée lors des grandes réformes de la Constitution. Et je vous dis ça avec tout le cynisme possible en parlant de grandes réformes. Mais bref, revenons sur l'armée belge. Donc je vous fais un bref topo de l'ordre de bataille. Donc je vous disais que le roi était le commandant en chef, en vertu de l'article de la Constitution qui lui donne ce privilège. Il prend le commandement en chef dès 1914. Donc je vous mets en tableau une magnifique photo du roi Albert dans son uniforme de campagne. Donc il était secondé par son chef d'état-major général, donc le général chevalier de Cellier de Moranville, dont voici une autre photo. Alors la première division d'armée, elle était commandée par le général Beck. Le général Beck que voici. Alors, vous voyez que le général Beck a un uniforme différent, mais ça je vous expliquerai. Les différentes troupes qui composaient l'armée belge. Alors la deuxième division d'armée, elle était commandée par le général Dossin de Saint-Georges, donc qui sera anobli et fait baron après la guerre, pour justement la bataille de Saint-Georges. Voilà. Alors monsieur Dossin, où êtes-vous? Voilà la photo de monsieur Dossin de Saint-Georges. Alors quant à elle, la troisième division d'armée sera commandée par le général comte Léman, le fameux résistant de Liège, qui sera anobli et fait comte après la guerre par le roi, lui aussi. Voici un tableau cette fois-ci. Alors la quatrième division d'armée, elle est commandée par le général baron Michel Dufin d'Aigremont, qui sera anobli lui aussi et fait baron après la guerre. Voici sa photo. Alors la cinquième division d'armée, elle est commandée par le général Ruet, dont on n'a pas la photo. La sixième, donc dernière division d'armée, elle est commandée par le général Lantenois Van Rode. Lantenois Van Rode, pardon. Que voici. Et donc la dernière division, qui n'est pas une division d'armée, mais une division uniquement de cavalerie, elle est commandée par le général de Witt de Halle, qui sera fait baron après la guerre par le roi. Il était déjà, il n'a pas été anobli parce qu'il était déjà noble en fait. Donc voici monsieur de Witt de Halle avec sa belle moustache qui ferait rougir Napoléon III. Alors donc je vous le disais que le général Le Mans était en garnison à Liège, donc c'est la troisième d'armée et la quatrième qui seront donc respectivement au fort de Liège et de Namur, tandis que le reste de l'armée sera en garnison derrière la Jette,
donc la Jette qui est un fleuve entre Liège et Bruxelles. Donc je vous mets ah ben non, je vous mettrai les positions fortifiées de Liège, les schémas après, en fait, quand on parlera de ça. Ah d'ailleurs, je vous permets aussi de vous donner un petit mot sur la force publique du Congo belge, puisque les troupes coloniales se battront, donc les fameuses victoires de Tabora et de Mahange contre les forces coloniales allemandes. Donc le commandant en chef de la force publique lors du début de la campagne en 1916 est bien sûr le fameux général tombeur de Tabora, donc qui fut anobli et fait baron après la guerre, qui est remplacé après la victoire de Tabora par le chevalier Armand Huguet de Mahange, donc qui est anobli et fait chevalier après la guerre également. Donc voici donc la photo du baron Charles tombeur de Tabora et celle du chevalier Armand Huguet de Mahange que voici. Alors vous remarquerez que quasi tous les généraux de la Première Guerre mondiale ont été anoblis après la guerre. Et d'ailleurs, d'autres aussi seront anoblis, mais pour des faits héroïques. Donc c'est assez amusant de faire le parallèle entre Albert II et Philippe qui anoblissent des banquiers, et Albert Ier qui anoblit des héros de guerre, qui est donc la vraie noblesse d'épée en final. Mais bref, revenons sur le cœur de cette présentation. Donc, au vu de tout ce que je vous ai dit, il est donc normal que les Belges, l'armée belge ne soit pas fonctionnelle, et que les Belges en fait courront plus derrière les événements guidés par le roi que ils forgeront les événements. Aussi c'est normal, vu le poids démographique de notre petit pays et notre tendance pacifiste, il est logique de tenter de s'adapter aux circonstances. Et dans ce contexte, la Belgique n'aurait pas pu adopter un plan plus judicieux que celui de défense qu'elle adopta. Elle aurait pu peut-être si, et seulement si, elle avait disposé d'une meilleure armée. Sauf que ce n'était pas le cas, et pour cause. Et d'ailleurs la cause qui revient le plus souvent dans l'histoire de la Belgique, il manque de l'argent. Ça c'est le grand problème de la Belgique, encore aujourd'hui. Alors, maintenant parlons un peu plus de cette stratégie militaire. Le premier point de la stratégie militaire belge réside dans la défense de notre petit territoire par des forts. Alors l'état-major est conscient des faiblesses qu'offre la géographie de la Belgique. En cas d'attaque, il craint de voir l'armée balayée en une semaine. Ce qui arriva en 1939. Mais Léopold Ier en était déjà conscient, et il avait misé, en tout cas, lui, à son époque, sur un grand camp retranché sur Anvers, dont la construction commence en 1859. Donc la stratégie consistait à y abriter le gouvernement et l'armée, pour y attendre sagement les garants de l'indépendance de la Belgique. Voilà, position très sage. Et oui, en fait, ceux qui ont un petit peu de géographie en tête, même eux, savent que Anvers est considéré comme un lieu stratégique parce qu'il était proche des Anglais. Et effectivement, les Anglais étant considérés à l'époque comme les plus fidèles alliés de la Belgique. Merci Puget pour ce jeu de mots incroyable. Et donc, je vous parlais de 1859 et 1870. Effectivement, suite à la défaite française, donc de la guerre franco-prussienne, la Belgique va renforcer Anvers. Et elle va même construire des fortifications dans les environs de Namur pour contrer la menace française. Effectivement, les Français seront considérés comme une menace, et à Liège pour contrer la menace allemande. Vous remarquerez que le but reste le même. Retarder, résister, espérer en attendant les garants de l'indépendance.
Donc qui sont, je vous le rappelle, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, l'Autriche et la France. Et c'est dans cet esprit que, à la veille de la violation des frontières belges, et pendant ce repli sur Anvers, l'armée fera sauter les ponts, les tunnels, elle va abattre les arbres le long des routes pour les bloquer, elle va provoquer des collisions de locomotives pour rendre inutilisable le réseau ferroviaire. Bref, elle va tout faire pour retarder le plus possible. D'ailleurs, c'est pour ça que les Belges seront stationnés derrière la Jette. C'est parce que donc il y avait une division qui était stationnée au fort de Liège et une autre division, donc la 3e à Liège, la 4e à Namur, et le reste de l'armée était derrière la ligne à Jette. Et pourquoi ce n'est pas pour rien? Ils mettent 2 divisions en avant pour que le plus gros de l'armée soit sauvegardé, en attendant les renforts français et anglais. Donc c'était déjà dans cette optique de retardement et de sauvegarde de l'armée française, armée belge, pour ne pas sacrifier tout le gros de l'armée tout de suite. Alors, donc en 1914, ces forts de Liège et Namur seront déjà techniquement dépassés, et ils ne vont retarder qu'à peine l'avancée allemande. Donc, dans un premier temps, pourtant, l'incroyable va se produire à Liège. Ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu le siège de Liège savent que les Belges vont tenir et repousser les Allemands. Mais les Allemands, ils avaient la nouvelle doctrine de siège, donc ils vont approcher leurs obusiers lourds et ils vont faire plier le fort de Liège en 10 jours. Et c'est à ce moment que je vous mets les cartes de la position fortifiée de Liège, que voici. Donc les Allemands venant bien sûr de la droite, je ne vous fais pas un dessin, et les forts de Namur plieront en 4 jours seulement. Parce que on va dire que Liège va servir de crash test, ils vont essayer à peu près ce qui fonctionne, et à Namur, ça sera l'efficacité allemande. Voilà, et là ici vous avez la position fortifiée de Namur. Mais pourtant, leur résistance des Belges étant essentiellement symbolique à Liège et à Namur, vaudra pourtant la gloire de la vaillante petite Belgique. Et ce n'est pas pour rien que le 7 août, la ville de Liège recevra la Légion d'honneur par la République française. On peut supposer que cette Légion d'honneur est plus un coup marketing, bien qu'on peut espérer le contraire. Voilà. Le deuxième point, de la stratégie militaire belge réside donc, comme je vous le disais, au repli sur Anvers. Donc le fameux réduit national. Un peu comme les Suisses en avaient un, mais là il est concentré sur Anvers. Ce qui arrivera, vous le savez, fin août. Donc les forts de Liège et Namur se rendront début août et milieu du mois d'août. Donc les Belges arriveront sur Anvers fin août, après la réédition de tous les forts wallons. Donc pendant quelques jours, les hommes vont pouvoir reprendre des forces, mais ils vont aussi se battre. Les autorités militaires vont en effet commander 3 sorties, totalement désastreuses, mais il faut histoire de maintenir quand même l'esprit offensif des troupes et de rappeler aux Allemands qu'ils n'ont pas gagné. Et aussi elles permettront quelque chose, c'est qu'elles vont permettre de constituer une menace permanente pour les droites allemandes. Donc à chaque sortie, les Allemands seront obligés de mobiliser des divisions pour aller attaquer les Belges. Ce qui donne un peu de répit sur le front avec la France. Donc les sorties seront dans les environs de Balignes pour ceux qui se situent à peu près. Mais bon, avançons. Après, la guerre se meut en guerre de tranchées. Voilà, vous le savez. Le bilan devient lourd. 8000 soldats belges seront tués ou blessés dans la deuxième sortie. La troisième sortie qui était envisagée sera annulée parce que le roi Albert la refuse catégoriquement. Pour lui, il n'en est pas question.
il refuse de laisser l'état-major sacrifier inutilement ses Belges. C'est... J'en profite pour dire d'ailleurs que tout au long de la guerre, c'est une des préoccupations majeures du roi Albert qui essaiera par tous les moyens de sauver le plus de Belges possible. C'est d'ailleurs dans cet objectif qu'il va refuser que l'armée belge soit subordonnée au haut commandement allié, comme l'est la France et l'Angleterre, qui lancent sans cesse des charges suicidaires qui font un nombre délirant de victimes. Donc le roi refuse catégoriquement ça aussi, et c'est grâce à lui que l'armée belge sera l'armée qui aura subi le moins de pertes de toute la guerre, avec un total de 59 000 hommes, ce qui n'est pas beaucoup. Il va rester tout au long de la guerre au plus près de ses hommes, avec son épouse, tandis que le gouvernement fuira au Havre, donc en France. Donc vous voyez, le Havre, c'est quand même loin de la ligne de front. Albert est juste derrière la ligne de front. Il est au plus près, il commande en Belgique. Il reste en Belgique à Furnes. Donc c'est dans l'enclave qui sera... enfin pas dans l'enclave, mais dans le petit réduit qui sera derrière l'Isère. Qui sera d'ailleurs Furnes, la capitale de la Belgique, pendant ces 4 ans. Voilà, c'est la seule fois que la capitale de la Belgique aura changé. Le roi Albert, qu'avant la guerre tout le monde regardait comme un prince allemand qui se ralliera à la Prusse, à la prochaine guerre en fait, il prouva à tout le monde le contraire, en devenant pour la Belgique un symbole de la résistance, pareillement pour sa femme, la reine Elisabeth, qui pourtant elle aussi est allemande, vu que je vous rappelle c'est Elisabeth de Wittelsbach, qui va passer la guerre en tant qu'infirmière de guerre dans les hôpitaux militaires. Donc toutes deux, le couple du roi Albert et de la reine Elisabeth, seront un symbole de résistance pour les Belges. Donc là nous sommes toujours à Anvers, et le problème à Anvers qui va vite se poser sera l'arrivée de la terrible infanterie lourde allemande. Donc, tout comme elle a fait plier les forts de Liège et de Namur, le 28 août, ils vont commencer à tirer avec des obus allant à jusque 420 mm, donc c'est du très lourd. Autant dire que les solides forts anversois ne résisteront pas longtemps. Le 6 octobre, après un siège d'1 mois, l'armée de campagne reçoit l'ordre d'évacuer. Et ce fut un véritable drame car la défense entière du pays reposait sur Anvers. Anvers qui était la clé de voûte du système défensif. Anvers l'imprenable. Et donc quitter la ville représente un véritable crève-cœur pour l'armée. Surtout que quelques jours plus tard, la métropole, donc Bruxelles, tombera. L'heure est à nouveau à l'exil pour l'armée, en lambeaux, fatiguée, suivie par de très nombreux réfugiés, L'armée belge gagne Westhoek, qui est à 2 pas d'Ypres, et puis au final, elle passe derrière l'Isère, où dorénavant, il n'est plus question de reculer. Donc, l'armée belge va opérer sa retraite d'Anvers à l'Isère, de façon assez miraculeuse. Elle va passer de nuit au nez à la barbe de l'armée allemande, sans aucun blessé. C'est assez sympathique. Et donc, nous sommes à l'Isère, où, vous le savez tous, les Belges ouvriront les vannes de l'Isère, justement, pour inonder les polders. Donc j'en viens donc au 3e point de la stratégie défensive. Alors, cette idée d'ouvrir les vannes. L'idée, bien qu'elle fût largement connue pour son action donc pendant la Première Guerre mondiale, elle n'est pourtant pas neuve. En effet, déjà au Moyen-Âge, les Flamands avaient fait déborder l'Isère pour contrer les troupes françaises. Pendant les nombreuses invasions françaises de la Flandre, les Flamands auront riposté par cette stratégie. Ensuite, au XIXe siècle, inonder les polders fait déjà partie du plan défensif d'Anvers. Donc on prévoyait, en plus de se replier à Anvers avec le gouvernement, on prévoyait d'inonder les polders par l'Isère aussi. Donc l'idée n'est pas neuve.
Et vous vous doutez que c'est donc tout naturellement que la solution est aussi envisagée en 1914. L'inondation des polders va radicalement changer l'aspect de la guerre pour l'armée belge. Ce sera fini le temps du repli. À présent, c'est une véritable guerre de position qui débute. Et jusqu'en septembre 1918, les soldats belges vont rester pratiquement immobiles dans leurs tranchées. Il n'y aura presque pas de mouvement de position. Je vous mets une carte de l'évolution du front, que voici. Vous constaterez que sur le front qui est en Belgique, le front ne va pas beaucoup évoluer. Je termine cette partie en vous disant que l'état-major allemand, ne le savait pas, mais les Bataves, eux, le savaient, puisqu'ils ont perdu en 1830. Mais quand on combat l'armée belge, il ne s'agit pas d'une armée, mais d'un peuple, en vérité, qu'on combat. Et les Allemands s'en seront rendus compte quand ils auront toute une armée belge dans un mini réduit à Nieuport, entre Nieuport et Furnes, donc qui est juste à côté d'Ypres, mais du côté qui n'a pas été pris. Et c'est sur ces mots graves que je vais clôturer cette présentation, qui était certes courte, mais qui introduisait complètement la situation belge en 1914. Je n'ai certes pas parlé de toutes les exactions allemandes qui seront commises en Belgique, les vols, de la famine qui sera causée en volant de la nourriture des Belges, ce qui était pourtant interdit par la Convention de La Haye, et que les Allemands feront tout de même, ni des meurtres d'enfants, des meurtres de religieuses que commettront les Allemands, ni de la campagne mondiale d'aide aux Belges qui était lancée quand les informations sur la souffrance de ce peuple ont fuité dans la presse internationale, et que les Allemands vont accepter, donc ils vont aider les convois de vivres à passer les champs de mines côtiers, ce qui sera un faible éclair d'humanité dans cette guerre terroriste. Et bon, restez quand même, je vais faire pour ceux que ça intéresse, je n'oblige personne bien sûr, mais un petit point uniformologie. Donc c'est-à-dire qu'on va regarder un peu les différents corps d'armée de l'armée belge et regarder un peu leurs uniformes, puisque vous le savez tous, les uniformes de l'armée belge étaient très cocasses pour l'époque. Alors qu'est-ce que tu dis, Puget? Est-ce qu'une force super fusil. Alors, à ma connaissance, Puget, les seuls fusiliers marins qui sont venus en Belgique en 14, ce sont les 500 volontaires qui ont été envoyés par l'armée anglaise, dans les premiers temps bien sûr, pour aider les Belges. Parce que les Anglais ne voulaient pas mouiller le maillot pour sauver la Belgique. Donc ils ont envoyé que 500 hommes. À la tête de l'avant-garde de ces 500 hommes se trouvait bien entendu le célèbre Winston Churchill, qui promis à la Belgique d'autres volontaires qui n'arriveront que bien plus tard, quand les Anglais seront certains que la Belgique tiendra. Mais bref, passons aux uniformes de l'armée belge. Alors, les premiers, donc l'uniforme du soldat basique, donc qui est l'uniforme de l'infanterie de ligne. Je vous ai trouvé plein de belles photos pour illustrer les uniformes. Donc vous voyez des beaux sacos. Rejoint tout de suite par les chasseurs, non pas les chasseurs à pied, les carabiniers, donc qui est aussi une unité assez basique de l'armée belge. Donc vous voyez encore un uniforme qui est très sympa, qui est un peu quand on parle de l'armée belge en 14, le cliché, hein, le soldat avec un haut de forme, une sorte de haut de forme ridicule, qui est à peu près le même que les chasseurs à pied justement, que voici. Donc à chaque fois sur les photos, j'essaie de vous trouver des illustrations où vous voyez les trois types de tenues. Donc la tenue de gala, la tenue de sortie et la tenue de campagne. Ensuite, nous avons les grenadiers de l'armée.
Oui, Puget, mais je te parle des volontaires anglais qui vont aller à Anvers. Parce que bien sûr, euh, à Dixmude, ça c'est bien plus tard, tu vois. Anvers, c'est vraiment en septembre-octobre. Après Dixmude, c'est quand il y aura le repli sur l'Isère. Mais bien sûr, les Anglais arriveront aussi, et les Français. Mais là, on est sur Anvers, où les Anglais ne voudront pas aider, ils enverront que 500 volontaires. Donc ça, c'est le régiment des grenadiers, donc la grande tenue. Je n'en ai pas, bien sûr, avec la tenue de campagne et la tenue de sortie. D'ailleurs, l'uniforme des grenadiers qui ressemble un peu à l'uniforme de la gendarmerie belge. Pour l'anecdote, la gendarmerie belge conservera cet uniforme jusque dans les années 80, donc ce qui est quand même assez sympa, dans les années 70, pardon, 70. Donc il est assez courant qu'on ait des grands-parents en Belgique qui aient porté ces uniformes. Donc ce qui est assez sympa, ils sont très classe, et ils sont beaucoup plus stylés que les uniformes de la police d'aujourd'hui, vous en conviendrez. Alors ensuite, après les gendarmes, passons tout de suite au plus ridicule, en tout cas le plus amusant, les carabiniers cyclistes, que voici. Et après, tous ces uniformes... Ah non, non, j'ai oublié, je vous disais les uniformes, j'allais dire les uniformes de la piétaille, mais il y a aussi les uniformes des régiments du train, que voici. On remarque toujours la présence de Sacco. Et l'uniforme de l'artillerie, qui est, je pense, l'artillerie à pied. Ah non, c'est l'artillerie montée. Bon, sur cette artillerie montée, nous allons faire la transition vers la cavalerie. Les uniformes de cavalerie belge qui sont quand même très sympathiques. Donc, tout de suite, les chasseurs à cheval. Voilà. Ensuite, un des régiments phares de l'armée belge, qui sont les guides, le régiment des guides, qui feront une action d'éclat dont j'ai fait un poème d'ailleurs, qui est dans le canal Poème, qui est sur la charge de Burkel. Donc on demandera aux guides d'aller charger. Donc pour vous contextualiser les choses, on passe à la reconquête du territoire. Donc on est à la fin de la guerre. Donc il y a les Allemands qui décideront de mettre en place la ligne Hindenburg, une ligne de mitrailleuses. Et on demandera aux Belges aux guides d'aller charger cette ligne. Donc on demande à des chevaux d'aller charger des mitrailleuses. Une action suicidaire, en bref. Et les guides seront envoyés là-bas, et ils iront et vaincront. C'est assez intéressant et c'est très héroïque. Et le major qui mena la charge fut anobli après la guerre. Et d'ailleurs, il sera fait baron après la Deuxième Guerre mondiale pour des actions héroïques pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi. Donc on voit que ce sont des soldats d'un autre temps. Et le dernier régiment de l'armée belge, les lanciers, et le famoso lancier. Alors, j'essaie de vous mettre par ordre les lanciers, parce qu'il y a 4 régiments de lanciers. Alors, je vous mets le premier lancier en dernier à dessin, vous verrez pourquoi. Donc le deuxième lancier, le troisième lancier, et le quatrième lancier. Et donc je termine par le dernier, et je vous explique pourquoi dans un instant. Donc vous voyez encore des beaux uniformes, qui ressemblent, si je ne m'abuse, au Unlan allemand. Mais en tout cas, mais au pire, mettons fin ici à la présentation et je vous montrerai dans séjour général. Ce sera plus simple. Donc, mettons fin pour l'enregistrement à la présentation et passons au séjour général, où je prendrai vos questions, bien sûr.